Donc on continue avec ce cours sur la syntaxe SQL pour générer des requêtes. Donc c'est la dernière partie, là on va s'attaquer à vraiment la sélection de données, la partie la plus intéressante du SQL. On a vu dans la première partie la syntaxe basique d'un select avec le select from where. Et on va voir dans la suite de ce cours qu'il est bien sûr possible de construire des requêtes beaucoup plus complexes, de pouvoir compter des éléments, de pouvoir réaliser des calculs statistiques relativement simples, de pouvoir définir des alias pour renommer des champs. On va aussi pouvoir relier des données d'une table avec une autre, etc., etc., etc. Alors, point extrêmement important, c'est les fonctions d'agrégation. Alors, qu'est-ce que les fonctions d'agrégation de SQL? C'est des fonctions qui vont vous permettre de réaliser des petits calculs, type compter, réaliser des sommes, des moyennes, renvoyer les valeurs min ou max d'un enregistrement, d'une table, pardon. Et alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça des fonctions d'agrégation? Parce qu'en fait, ces fonctions vont être appliquées aux données renvoyées par une requête. Et selon la fonction d'agrégation que vous allez appeler, vous allez avoir une action qui va être réalisée. Par exemple, la fonction count va compter tout simplement le nombre de lignes renvoyées par votre requête. Donc là, vous avez un exemple ici, avec une requête toute simple sur la table pedigree, select count, ouvrez parenthèse, étoile, fermez parenthèse, from pedigree. En fait, si j'avais eu la syntaxe de base, à savoir select, étoile, from pedigree, j'aurais eu tout simplement l'ensemble des enregistrements de la table qui m'auraient été affichés sur mon écran. Là, en fait, je récupère ces données-là et je vais les renvoyer dans la fonction d'agrégation count qui va tout simplement me compter le nombre de lignes. Et le point important, c'est de bien respecter par contre la syntaxe, c'est-à-dire que vous voyez que la fonction d'agrégation, ici count, mais ça sera la même chose pour sum, average, min ou max, vous devez donc appeler la fonction, mettre une parenthèse, point extrêmement important, source d'erreur au départ, ne pas mettre d'espace entre le nom de la fonction d'agrégation et la première parenthèse, il n'y a pas d'espace, c'est collé. Suivi ici dans les parenthèses, soit du nom du champ sur lequel vous voulez réaliser votre fonction d'agrégation, soit étoile si ça s'applique à tout le monde. Là en l'occurrence, c'est un select count étoile, donc en clair, il va me compter toutes les lignes de la table pedigree. Et l'intérêt de ça, on le verra par la suite, c'est que lorsque l'on met une valeur nulle, on va s'apercevoir en fait que les champs avec des valeurs nulles ne sont pas pris en compte par ces fonctions d'agrégation. Le truc intéressant, c'est que dans ces fonctions d'agrégation, on peut aussi ne pas mettre seulement un champ, mais on va aussi par exemple pouvoir utiliser le mot-clé distinct pour dénombrer des valeurs uniques. Par exemple, cette requête, select count distinct pair from pedigree, va d'abord réaliser la requête distinct pair, donc renvoyer la liste des paires uniques, c'est une requête que vous avez pu faire dans la première partie, et ce résultat-là, je vais l'envoyer vers ma fonction d'agrégation count, qui va se charger en fait de compter le nombre de lignes renvoyées par la requête, en l'occurrence 10. Alors, un point important à noter, quand vous avez tapé cette requête en SQL, alors bien sûr, toutes ces requêtes-là, je vous encourage vivement à les refaire en vrai, à aller sur le serveur, à les refaire. Il y aura un screencast aussi pour vous montrer comment procéder en live pour vous donner une solution si jamais vous avez des problèmes. Mais si vous avez bien réalisé cette requête, vous verrez en fait par la suite que le résultat, le nom de la colonne qui contient le résultat 10 en fait, porte ce nom-là. Donc sa colonne va s'appeler count, parenthèse, distinct, pair, etc. Ce qui est d'une, pas forcément toujours très clair, et puis surtout, si on veut réutiliser ce résultat pour autre chose, ça veut dire qu'il va falloir manipuler l'ensemble de cette chaîne. D'où l'intérêt des alias. Et en fait, l'alias, avec le mot-clé as, va vous permettre tout simplement de renommer à la volée en fait l'ensemble qui est juste avant. Ça veut dire que si j'exécute cette requête-là, je vais obtenir le même résultat, 10. Par contre, le nom de la colonne ne va plus être count distinct pair, mais le nom de la colonne va être la chaîne de caractères que j'ai indiquée après le as, en l'occurrence nbpair. Ça me permet d'avoir une gestion en fait, de l'affichage du résultat, ça c'est une première chose, mais surtout, ça va me permettre de pouvoir réutiliser beaucoup plus simplement cette valeur-là dans une requête ou dans la suite de la requête. On le verra par la suite.
Comme j'ai pu vous le dire aussi, l'intérêt d'avoir passé les valeurs manquantes avec le mot-clé réservé nul fait que les fonctions d'agrégation ne vont pas tenir compte des enregistrements avec ces valeurs. Et là, on a comment dirais-je, une illustration sur la table carcasse, où si je demande un count des identifiants, puis un count rendement filet, rendement de gras, rendement de cuisson, je vais avoir en fait ces différentes valeurs qui vont s'afficher, qui correspondent bien sûr à chacun, avec ici le nombre d'individus, le nombre de valeurs pour lesquelles j'ai un rendement de filet, le nombre de valeurs rendement de gras et le nombre de valeurs rendement de cuisson. Si je n'avais pas changé les valeurs moins 999 par nul, en fait j'aurais eu 765 partout. C'est vraiment l'intérêt de passer les valeurs à nul à partir du moment où l'on souhaite appliquer des fonctions d'agrégation. Autre commande qui va de pair avec les fonctions d'agrégation, c'est la commande group by. Parce que vu qu'on fait de l'agrégation, on va aussi vouloir réaliser des groupes, notamment pour pouvoir réaliser des calculs par groupe. Par exemple, si je veux obtenir les moyennes de poids des individus à 3 semaines par leur père, typiquement pour voir est-ce que j'ai un effet de la génétique du père par exemple, ça veut dire qu'à un moment, dans ma requête SQL, il va falloir que je regroupe les individus selon leur père, pour ensuite appliquer une fonction d'agrégation sur chacun de ces groupes pour qu'il m'en renvoie le résultat. Et pour cela, en fait, on utilise la fonction groupBy qui va en fait regrouper les lignes selon un critère. Donc par exemple, ça peut être le pair, et il va me faire un groupe d'enregistrement pour le pair 1, pour le pair 2, pour le pair 3, etc. Et à partir de là, si j'applique une fonction d'agrégation sur une requête dans laquelle j'ai group by, en fait mes fonctions d'agrégation vont être appliquées de manière individuelle sur chaque groupe. On va voir à quoi ça ressemble par la suite. Le point important dans l'ordre, c'est que cette commande se place après la clause where ou directement après le from s'il n'y a pas de clause where. Donc, par exemple, une illustration relativement simple, obtenir le nombre de descendants par paire. Je vais donc utiliser une requête de ce type. Je vais mettre select pair. Alors pourquoi je mets select pair? Si je ne mettais pas en fait select pair et que je mette uniquement select count id, en fait il me renverrait une colonne de chiffres ici, sans me dire en fait à quoi correspondent ces différents pairs. Donc ça m'aiderait absolument pas en fait, j'aurais des valeurs mais je ne saurais pas à quelle paire ça correspond. Donc il est obligatoire, même si j'utilise le group by pair ici, de remettre le champ pair dans la clause, dans la partie select pour qu'il soit visible. Donc je vais mettre select pair, virgule, count id, from la table pédigrée, et c'est là que je rajoute mon group by pair. Alors, ça c'est toujours un truc assez compliqué à comprendre au départ, c'est que vous pouvez faire l'essai. J'ai mis count id parce que ça paraît logique, je regroupe par paire, donc je lui demande de me compter les individus, donc je vais mettre count individu. Là, moi, dans ma première table, je l'avais appelé id, mais bon, vous l'avez appelé Inde ou autre chose, peu importe. Mais en fait, vous pouvez faire le test. Je peux très bien mettre un count sexe, par exemple, ou un count mère, enfin, n'importe quel autre champ que paire, tout simplement parce que, et ça, c'est lié à la fonction d'agrégation count, la fonction d'agrégation count, elle compte pas forcément le champ, mais elle va compter le nombre de lignes qui ont été renvoyées par le regroupement du group by. Donc il m'a fait un tas, quelque part, de 64 lignes correspondant à ce pair-là, un tas de 81 lignes correspondant à ce pair-là, un tas de 79 lignes correspondant à ce pair-là, etc., etc. Donc j'ai vraiment des groupes qui ont été générés par paire, et quand j'applique la fonction count, il faut forcément que je lui indique sur quel champ je veux compter, mais en fait j'aurais très bien pu mettre n'importe quel autre champ, ça aurait fonctionné de la même façon, parce que quelque part j'ai 64 lignes pour le champ ID, mais j'ai aussi 64 lignes pour le champ sexe, 64 lignes pour le champ mère, etc., au bémol près, bien sûr, des nuls. Donc ça, c'est un point important, c'est la façon dont fonctionne, en fait, la fonction count. La fonction count, gardez bien ça à l'esprit, elle va pas compter forcément le champ en lui-même, mais elle va compter le nombre de lignes renvoyées par le regroupement. Si je veux retirer le pair avec l'identifiant nul, à partir de là, je peux utiliser une clause where, donc je vais la mettre entre le from et le group by. Par contre, je ne peux pas mettre where pair
point d'exclamation égale nul, donc n'est pas égal à nul, en fait ça ne marche pas. Pour le mot-clé nul, vous devez utiliser soit is not, donc where pair is not nul, ou au contraire where pair is nul si vous voulez sélectionner uniquement les individus nuls. Donc ça veut dire que pour vraiment manipuler les champs avec le mot-clé nul, il faut utiliser cette syntaxe-là, et non pas le classique égal ou point d'exclamation égal. Bien sûr, on peut définir plusieurs champs dans les caractères group by, donc en fait les groupes vont être réalisés de manière hiérarchique. D'abord le premier champ, puis au sein du groupe réalisé selon le premier champ, je vais refaire des sous-groupements, etc., etc. Et par exemple, je peux m'amuser à compter le nombre de descendants par mère et par père, pardon, et par mère. Donc ce que je veux, c'est d'abord un regroupement par les pairs, puis pour chaque mère associée à un père, faire un regroupement de ces mères-là et compter ensuite le nombre de descendants qu'ils ont eu. À partir de là, je vais utiliser tout simplement group by père, virgule, mère. Donc je demande à SQL, fais-moi déjà des groupes selon les différents pairs. Au sein d'un groupe de pairs, tu vas me générer des sous-groupes par mère, et ensuite je te demande d'appliquer la fonction count sur ces lignes-là pour pouvoir les compter. Donc je mets select pair mère tout simplement pour avoir un affichage, parce que sinon j'aurais que 10 et ça ne me donnerait pas grand-chose. Count ID, une fois de plus j'aurais pu mettre n'importe quoi d'autre, n'oubliez pas, count ne compte que les lignes. From ma table, where pair is not nul, parce que j'ai pas envie d'avoir ce pair nul, ça m'intéresse pas, et group by pair mère. Et vous obtenez en fait ce type de résultat. Autre chose sur le group by. On ne peut pas utiliser la clause where sur des fonctions d'agrégation. Dit autrement, si je veux par exemple que SQL me donne uniquement les pairs qui ont plus de 80 descendants, je ne peux pas mettre après mon group by, mettre un where nombre de descendants supérieur à 80. Ça ne marche pas. Je vais avoir une erreur de syntaxe. Si je veux utiliser en fait une condition, une contrainte sur ma fonction d'agrégation, donc mon comptage, il faut absolument utiliser la clause having. Donc ici j'ai un exemple où je veux obtenir les résultats du nombre de descendants par paire pour les paires qui ont plus de 80 descendants. Donc je vais reprendre ma même requête que tout à l'heure, select pair, virgule, count ID, from pedigree, where pair is not nul, ça ne change pas, group by pair, ça ne change pas non plus. Par contre, vu que je veux uniquement les paires qui ont plus de 80 descendants, à partir de là, c'est là que je vais utiliser le having, count ID, supérieur à 80. Et vous voyez bien que je fais référence vraiment à cette fonction d'agrégation, c'est-à-dire que je suis obligé de reprendre toute la syntaxe en fait que j'ai écrite ici pour la remettre en fait dans ma clause having. D'où un des premiers avantages notamment de l'alias, c'est que l'alias va me permettre de pouvoir utiliser un autre nom au sein de la requête. Donc la même requête cette fois-ci avec un alias. Ici ce que j'ai fait, c'est que juste après le count ID, j'ai mis un as nbdes pour nombre de descendants, et l'intérêt de définir cet alias dans la requête, ça me permet au sein de cette même requête de pouvoir utiliser nbdes pour ma clause having et non plus le count ID. Donc c'est une façon beaucoup plus simple aussi de pouvoir manipuler des chaînes un peu longues, repenser au count distinct pair qu'on a eu tout à l'heure. Ça veut dire que là il faudrait retaper count distinct pair, etc. avec en plus le risque de faire une erreur. L'intérêt des alias, c'est notamment ça. On verra en plus pour les jointures, c'est une quasi-nécessité dans certains cas, vu comment ça peut devenir très complexe. Donc ça, c'est une des utilisations des alias. Les jointures, justement. Alors, donc tout ça, bien sûr, n'ayez crainte, hein, je vais relativement vite, mais vous allez avoir des exemples. Il y a une grosse séance de TD à la fin du cours pour vous entraîner à travailler avec ces requêtes. Les jointures, c'est quoi? Une jointure, c'est tout simplement une façon de connecter les données d'une table avec une autre. Donc c'est ce qu'on veut faire depuis le départ avec nos différentes tables. On va distinguer deux types de jointures, des jointures internes et des jointures externes. Alors, quelle est la différence entre les deux? En fait,
C'est la théorie des ensembles, c'est-à-dire que lorsque l'on fait une jointure interne, donc imaginez que ça, ce sont tous les enregistrements de votre première table, ça, ce sont tous les enregistrements de votre deuxième table. Lorsque vous utilisez un inner join, vous souhaitez réaliser une requête uniquement sur les données communes entre les deux tables. A l'inverse, pour les requêtes qu'on va appeler externes, soit left join ou right join, globalement c'est les mêmes, hein, c'est juste l'ordre des tables ici qui change. Si je prends l'exemple de la left join, qu'est-ce que j'indique à SQL? Je lui dis tu vas récupérer toutes les données de la table A ici, et pour les enregistrements de la table B pour lesquels il y a une existence commune, je veux aussi que tu m'ajoutes les informations dont tu disposes de la table B. Mais je veux toutes les données de A et tu m'ajoutes les données de B qui sont disponibles pour ces individus-là. Lorsque je suis sur un inner join, bien sûr, je ne veux que la jointure entre les deux, donc je ne veux que la partie commune. Donc, ça pareil. Si vous avez des questions, on y reviendra dans la classe virtuelle, dans le BBB. On verra comment on peut se débrouiller, comment j'essaierai de me débrouiller pour vous expliquer ça à distance. J'espère que c'est relativement clair pour vous. Des exemples de tout ça, par exemple, ça va être, imaginez que vous ayez des données stockées sur des vaches. Donc, voilà, vous avez leur poids, leur date de naissance, etc. Donc vous avez une table qui contient des informations sur des vaches. À côté de ça, vous avez une table vélage qui indique en fait quelles sont les vaches qui ont vélé lors de cette année, par exemple. Forcément, toutes les vaches de votre table vache n'ont pas eu forcément un veau durant cette année, parce qu'elles sont trop jeunes, parce qu'elles sont trop vieilles, parce que peu importe. Bref, vous n'avez pas forcément une relation 1-1, toutes les vaches sont présentes, etc. C'est à ce moment-là que l'illustration des deux types de requêtes va être intéressante. Imaginez que votre table vache contienne 200 enregistrements et que votre table vélage n'en contienne que 100. Si vous réalisez une jointure interne, à partir de là, la requête va s'exécuter uniquement sur les 100 individus communs, si tant est qu'il y a une inclusion totale des deux ensembles, va se réaliser sur les 100 individus communs, que vous avez entre la table vache et la table vélage. Si vous utilisez une requête de type externe, par exemple une left join, à partir de là, si vous faites ça sur votre table vache ici, vous allez récupérer les 200 enregistrements que vous avez sur vos 200 vaches. Et pour les 100 vaches qui disposent d'informations de vélage, donc uniquement cette petite partie-là ici, pour ces 100 vaches, etc., vous allez aussi rapatrier les informations de vélage qui sont disponibles. Vous allez donc avoir un résultat de requête où vous allez avoir certaines vaches pour lesquelles vous allez avoir une information de vélage et d'autres vaches pour lesquelles vous n'aurez pas d'information de vélage. Par contre, l'ensemble de vos vaches seront présentes dans votre requête. Donc voilà la grosse différence entre la jointure interne et la jointure externe, selon les objectifs en fait, que l'on se fixe et comment en fait, sont gérés vos ensembles au sein de votre base. Maintenant sur la syntaxe, on a quelque chose qui ressemble à ça. On va avoir la partie classique, select étoile from A, par exemple, si on veut tout sélectionner. Et là, je vais mettre from A, je vais rajouter le mot-clé inner join B, donc c'est à ce moment-là que je fais ma jointure entre ma table A et ma table B avec le mot-clé inner join. Ensuite, je dois préciser sur quel champ je réalise cette jointure. Donc je vais rajouter le mot-clé on, et là je vais mettre A point le nom du champ égale B point le nom du champ. Ça veut dire que là c'est le nom de ma table vache par exemple, point identifiant qui est égal à vélage point identifiant. Donc ça suppose bien sûr que j'ai deux champs dans chacune de ces tables, j'ai un champ dans chacune de ces tables qui va me permettre de réaliser la jointure. On va voir quelques exemples. Pour left join et right join, c'est exactement pareil. La seule différence, c'est qu'on remplace inner join par left ou right. Et objectivement, entre les deux, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que la différence, c'est l'ordre A et B, ou B et A et B. Mais globalement, on pourrait très bien faire une jointure de ce type-là en utilisant une left join. Il suffit juste de mettre B et A à la place. Donc ça, on passe très vite. Globalement, j'utilise assez peu les right join. J'ai pas vraiment compris l'intérêt, à vrai dire. Donc un exemple de jointure. Là, je vais faire un truc très basique, select étoile from pedigree. Et alors, vous voyez, c'est là où je vais utiliser des alias. Pourquoi? Parce que ça me permet de simplifier énormément ma syntaxe par la suite.
Donc ma première table, je vais l'appeler as_ped, innerJoin m1.carcass as_carc. Et ça va me permettre quoi? Ça va me permettre ici, quand je dois définir mes clés, de mettre onPed.id est égal à carc.id. Donc ça évite d'avoir à répéter éventuellement l'ensemble du nom base de données et table. Et on a des syntaxes qui sont beaucoup plus claires et beaucoup plus simples. Et cette syntaxe, cette requête va donc en fait me rejoindre les informations de pédigré ici avec les informations présentes dans la table carcasse. Par contre, vous voyez une chose, c'est que vu que j'ai fait quelque chose d'assez basique, j'ai juste mis un étoile, à partir de là, il me répète tous les champs des deux tables. Donc là, j'ai les champs de la table pédigré, et là ensuite j'ai les champs de la table carcasse, il n'y a pas de différence. Si je voulais avoir quelque chose de plus propre, il faut du coup que je précise vraiment les champs que je souhaite afficher ici. Un autre exemple, cette fois-ci avec un left join, donc là je fais en fait une jointure left entre la table poids, que je renomme poids, et la table pédigré, en me forçant bien sûr sur la clé ID, qui est bien sûr l'élément identique entre les deux. Je m'aperçois qu'il me renvoie 3060 colonnes, c'est assez normal. Si je fais la même chose sans left join, mais cette fois-ci en utilisant un inner join, je peux m'apercevoir que globalement j'ai exactement le même résultat. Alors pourquoi est-ce que j'ai le même résultat? J'ai le même résultat simplement parce que, de toute façon, toutes les données sont présentes de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a une inclusion totale. Tous les numéros des individus sont répétés chaque semaine. Donc globalement, il y a une jointure inner qui fonctionne aussi. Et il n'y a pas de données supplémentaires. J'ai pas d'individus non listés, par exemple, dans la table pédigré. J'ai pas des informations de poids d'individus qui ne sont pas présents dans pédigré. Bref, globalement, si je devais prendre mes deux ensembles de data, j'aurais une superposition totalement identique. Donc c'est pour ça c'était un exemple de montrer que le left et le right, dans notre cas, en tout cas dans notre base de données, ça ne va pas servir à grand chose, tout simplement parce que globalement il y a une superposition complète de nos deux ensembles de données. Alors, on va s'arrêter là après quasiment pour la partie cours. Vous verrez dans les TD après des exemples de bases de données avec des solutions pour vous entraîner justement à utiliser ces différentes choses, parce que forcément la partie entre guillemets un peu complexe, qui sera un peu abordée cette année, qui sera revue beaucoup plus en profondeur l'année prochaine, j'espère que cette fois-ci on ne sera pas en online, c'est bien sûr de pouvoir utiliser aussi des fonctions d'agrégation sur mes jointures en utilisant des group by, etc. C'est aussi possible. Donc ça, on verra ça bien plus tard. Dernière chose, juste pour information, on peut utiliser d'autres clauses pour les jointures. On peut utiliser le mot-clé using. Alors ça part du principe que dans vos tables, les colonnes qui vont être utiles à la jointure portent exactement le même nom. Dans notre cas, ça veut dire que l'identifiant, Inde par exemple, le champ s'appelle bien Inde de la même façon dans toutes les tables. Et donc là, globalement, vous faites confiance à SQL pour que, si vous mettez un truc comme ça, select étoile from table 1, inner join table 2, using le nom de la colonne, à partir de là, il va se débrouiller tout seul pour faire la jointure. Objectivement, je vous déconseille un peu cette approche-là. Utilisez plutôt la technique key. Je vous donne juste cette information si jamais vous le trouvez dans des requêtes que vous pouvez voir sur le net, etc. Et enfin, la dernière chose, c'est la jointure naturelle. Alors là, c'est encore pire, parce que vous ne précisez même pas la colonne qui assure la jointure, et là, vous laissez complètement SQL gérer les choses. Donc, select étoile from table 1, natural join table 2, et là, vous espérez que les noms de vos champs sont suffisamment explicites pour que SQL puisse se débrouiller. Autant vous dire que ces deux méthodes sont assez risquées, et je vous les déconseille fortement, c'était juste pour information. On a pu voir que des requêtes peuvent être extrêmement complexes, on peut mettre des tables à jour, on peut aussi imbriquer des requêtes. Ça, c'est des choses, faut savoir que en fait, on peut faire ça aussi, c'est-à-dire que le résultat de ma première requête peut être la source de données de ma deuxième. C'est-à-dire, je vais faire un truc qui va ressembler à ça. Select étoile from, là j'ouvre une parenthèse, et en fait, à cet endroit-là où d'habitude je mets le nom d'une table, et ben en fait je vais retaper une autre requête. Donc on peut faire des requêtes de requêtes. Ce qui va se passer, c'est que cette première requête va être exécutée, et le résultat en fait va être utilisé pour réaliser la deuxième requête. Donc on peut faire des choses
assez complexe et vous allez pouvoir pratiquer ça dans la suite de ce cours. Les points qui n'ont pas été abordés ici, qui seront abordés l'année prochaine, c'est des choses un peu plus complexes, notamment la gestion des utilisateurs, tout ce qui est gestion des clés étrangères, ça sera abordé aussi l'année prochaine. On a aussi des fonctions scalaires que l'on peut appliquer, comment dirais-je, des valeurs absolues, des arrondis, des racines carrées, etc., etc. Donc on peut faire d'autres calculs que des bêtes fonctions d'agrégation. On n'a pas vu tout ce qui est manipulation de données temporelles, parce que c'est toujours extrêmement complexe. Et on n'a pas vu aussi un autre point, mais ça sera même pas abordé en M2, c'est tout ce qui est transactions, verrous, etc. Parce que là, on rentre encore sur autre chose, quelque chose de beaucoup plus complexe sur les bases de données. Donc voilà, ça sera tout pour la partie théorique de ce cours-là. L'idée de ce cours, c'était vraiment de vous sensibiliser à tout ce qui était modification, manipulation, stockage de données en utilisant deux outils, à savoir R et les bases de données SQL. Il y a bien sûr d'autres solutions qui sont disponibles, qui ne seront pas abordées dans ces cours-là. Pour être purement pragmatique, je dirais que peu importe la manière, l'important c'est que vous soyez efficace dans la manipulation de données, parce que ça, croyez-moi, faites-nous confiance à Sophie et à moi, ce sont des choses dont vous aurez forcément besoin dans la suite de vos parcours. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, et on se retrouve dans les classes virtuelles, et puis pour le dernier TD, où vous allez avoir une dizaine de requêtes SQL à gérer. Enfin une chose, n'oubliez pas, tous les exemples qui ont été montrés dans ce cours, vous avez les questions qui sont posées dans la page Moodle. Je vous encourage vivement à vous entraîner à réaliser toutes les requêtes en fait en lien avec ce dernier cours. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Bon courage pour la suite.